retrouve aujourd'hui pour faire le projet couture que j'ai appelé vide-poche, mais ça peut aussi être un petit panier. Je tenais à m'excuser si jamais vous entendez mon voisin est en train de tondre, j'imagine, ou de couper les arbres, je ne sais pas. Bref, c'est comme ça. Ah, il s'arrête. C'est parfait. Donc je disais, on va se retrouver aujourd'hui pour coudre le projet couture. C'est un petit projet couture, vide-poche. Alors j'en ai déjà fait deux. Il y a celui-ci que j'ai déjà présenté et qui est sur la photo du projet, qui est dans un jeans à l'extérieur. Hop. Et un tissu lambda à l'intérieur avec du biais vert et puis deux anses. Il est relativement petit, carré et assez haut au niveau de sa hauteur. Donc voilà, je ne sais pas si on peut... Oui, là vous voyez le détail. Donc celui-ci, il a été molletonné. Voilà, donc il a une couche de tissu, une couche de tissu, une couche de jeans, et puis au milieu des deux, il y a du molleton. Je vous montrerai tout ça tout à l'heure, comment ça se passe. Et j'ai fait donc des coutures qu'on appelle du quilting. Donc là, c'est du... Ah, voilà, là on voit bien. Là, c'est du quilting machine. Donc avec ma machine, je vous montrerai ça. On peut aussi faire du quilting à la main. J'aime bien, moi, j'aime bien quand on a un peu de temps. Et surtout que ça, c'est un petit projet. Donc si vous voulez commencer le quilting à la main, c'est peut-être un bon projet pour commencer. Je vous montrerai ça. Voilà pour celui-ci. Hop, panier vide-poche. Et puis là, j'en ai fait un autre que je viens de finir pour Patrick, pour mon mari. Alors celui-ci, il est vraiment plus vide-poche. Hein. Voilà. Donc il est un peu plus grand. Il a une forme de rectangle. Il est un peu mou. C'est vrai que j'aurais pu, c'est ce que je me disais tout à l'heure, j'aurais pu l'entoiler. Maintenant, donc c'est une couche de simili-cuir sur l'extérieur, une couche de toile avec lequel j'avais fait un sac, parce que c'est vrai que ça c'est un projet qui est assez sympa pour utiliser ses restes et à offrir en cadeau de Noël ou à mettre sur une table de Noël si on a des tissus de Noël. Donc voilà, il a un biais contrastant et pareil la finition est la même, c'est-à-dire que j'ai mis des biais à l'intérieur. Voilà, je vous le montre d'un peu plus près. Hop. Donc, hop, il se tient hein, quand même. Voilà, il se tient. Alors, plusieurs choses sur ce projet. Donc, j'aurais pu faire les finitions autrement, c'est-à-dire pas forcément mettre, vous voyez là, hop, du biais à l'intérieur. Alors, c'est vrai que sur celui-ci particulièrement, pourtant j'ai une bonne machine familiale, mais j'ai une bonne machine. Quand on a les 4 épaisseurs de simili-cuir, plus les 4 épaisseurs de toile, plus encore les 2, 3, 4 épaisseurs de biais, plus encore le biais qui est là, il faut une machine qui passe les épaisseurs, ou sinon moi j'ai mis mon pied double entraînement, j'ai un pied spécial double entraînement qui permet de passer tout ça. Donc j'aurais pu du coup faire les finitions à l'intérieur autrement et me débrouiller pour ne pas avoir toutes ces épaisseurs là. Mais en fait, le fait d'avoir mis le biais sur ces coins fait que justement le vide-poche se tient. Voilà, parce qu'il a des coins qui sont quand même renforcés, qui sont durs et donc il se tient et on peut avoir quelque chose de relativement souple au centre. Mais comme les 4 coins se tiennent bien, il tient. Et il tient aussi dans la version qui est plus haute, donc qui pourrait s'effondrer. Voilà, c'est ce qui permet qu'il tient. Donc, voilà, c'est un choix. Alors, pour commencer, si vous voulez commencer ce projet, et je le mettrai dans la description avant, comme si vous avez besoin d'acheter du matériel, je vous conseille de faire du ton sur ton. C'est-à-dire, par exemple, celui-ci est un peu plus ton sur ton, donc on a un vert foncé, enfin un vert sapin, un vert foncé, avec du bleu foncé, et puis l'intérieur est pareil, c'est entre le vert et le bleu finalement.
Il n'y a que les anses qui sont un peu... qui changent de couleur. Par contre, celui-ci, le biais est quand même tranchant. Alors, pourquoi je dis ça? Je dis ça parce qu'en fait, si, et moi je le vois là à l'œil, peut-être que vous ne le voyez pas, mais voilà, quand on va commencer à coudre tout le tour, ça ne pardonne pas l'erreur en fait. Voilà, si c'est pas droit là, ça va se voir tout de suite puisque ça tranche, puisque les deux tranchent, alors que là, si c'est pas droit, forcément ça se voit un peu moins. Voilà, donc pour commencer, je vous conseille de prendre des couleurs qui vont se fondre ensemble. Vous pouvez très bien commencer en faisant le petit avec le quilting, hein. Ça c'est pas... le quilting c'est pas difficile, hein. Et ça rime en plus. Je vais vous expliquer 2-3 bases et après, voilà, vous pouvez tout à fait faire celui-ci ou celui-ci, mais c'est vrai qu'avec le simili, ça demande une machine qui a un certain moteur, on va dire, ou alors vous savez que votre machine passe les épaisseurs, vous la connaissez, et à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Voilà, en gros, sur ce projet, donc il va y avoir à peu près une quinzaine d'étapes. Il va y avoir donc l'option molleton et l'option sans molleton. Forcément, avec le molleton, il y a des étapes en plus. Il y a des petites préparations en plus. Je vais vous faire la liste du matériel nécessaire pour commencer ce projet. Et puis voilà. Donc, on se retrouve tout à l'heure. Possiblement que la lumière aura changé parce que je ne pense pas que je vais tourner le tuto tout de suite. Mais voilà, on va faire en sorte que vous voyez quand même ce que je fais. Voilà, à tout à l'heure. Bonjour tout le monde, alors voilà, on se retrouve maintenant pour couper le gabarit petit vide-poche. Le petit vide-poche, pour rappel, c'est celui qui a les grands côtés avec les anses. Alors, hop, je vais le récupérer, c'est celui-ci. Voilà, d'accord ? Donc, c'est celui-là que je vais préparer. L'autre se prépare exactement de la même manière. J'ai préféré prendre celui-ci parce qu'il a un peu plus de tâches que l'autre. Voilà. Je suis obligée de tourner dans un format un peu spécial. C'est-à-dire, moi, je suis à l'envers. J'espère que vous verrez à l'endroit. On verra ça. Il fait un peu nuit. Du coup, c'est une lumière artificielle. C'est pour ça que c'est un peu éblouissant. Mais pour ce qu'on doit faire aujourd'hui, c'est pas embêtant. Donc, ce qu'on a besoin aujourd'hui, c'est d'un tapis de découpe, le cutter rotatif pour le papier, d'accord, celui qui sert que pour le papier, parce qu'on se souvient, on utilise deux lames différentes, que ce soit pour les ciseaux ou les cutters rotatifs, un pour les tissus et un pour le papier, scotch, voilà, et une règle. Alors ça peut être une règle comme ça peut être une règle comme ça. C'est vrai que quand on va couper des papiers ou des grands morceaux de tissu, la règle un peu plus large, c'est un peu plus stable on va dire. Mais celle-ci passe aussi, hein, la petite. Voilà, c'est tout ce qu'on aura besoin aujourd'hui. Donc, mon patron, gabarit vide-poche. Et ça va être... plus ou moins la même chose pour tous les patrons que vous allez acheter qui sont à coller en version donc feuille A4. En général, elles sont à imprimer à 100%, c'est-à-dire qu'on imprime de façon à ce qu'il n'y ait pas de 110%, 80%, donc c'est vraiment pleine page. C'est très important de garder la pleine page parce que sinon... forcément, vous allez avoir des tracés qui ne respectent pas le 100% et avoir des petits problèmes. Donc, dans mes patrons à moi, la marge de couture 1 cm est comprise. En général, c'est spécifié, ce genre de choses sont spécifiées justement sur l'entête du patron. C'est très important de regarder. Pareil, si elles n'étaient pas comprises, il faudrait les rajouter au moment où vous allez reporter le patron sur votre tissu. Sinon, vous allez perdre la valeur de la marge de couture en cousant.
Et ça peut être embêtant, alors c'est moins embêtant sur un accessoire forcément, mais si vous faites une chemise ou un pantalon ou un pull ou autre que vous allez mettre sans avoir calculé la marge de couture, d'expérience, je peux vous dire, c'est pas simple ensuite pour rentrer dedans. Et ensuite, je vous note couper et raccorder au repère. Donc ça, c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. Couper et raccorder au repère. Donc, je n'ai pas besoin de la première page. Hop, je l'enlève. Et là, j'arrive sur mes autres pages. Alors, je les ai numérotées à la main, mais vous les aurez numérotées. Donc 2, 3 et 4. Et là, on voit assez rapidement hein, sur ce patron, c'est quand même relativement simple, qu'il va falloir que je raccorde mes deux repères ici, mes deux repères ici. Hop, si j'arrive à récupérer mes feuilles. Et en faire de même pour celle-ci, que je vais ensuite raccorder aux autres. Voilà, donc c'est ce que nous allons faire maintenant. Alors, vous avez donc ici, je vais prendre la première, peu importe dans quel sens vous la prenez. Vous avez donc ici des marges, d'accord? On les voit, hop, je vais prendre mon stylo, on les voit ici, ici, ici et ici. Ce sont les marges de coupe. Tous les patrons ne sont pas faits de la même manière, mais en général, surtout pour les patrons d'habits, on vous dit quelle taille il faut suivre. Donc vous suivez la taille et vous coupez le surplus pour pouvoir faire le raccord. Donc je me place sur ma ligne que je vois, donc ma petite ligne rouge ici et ici. Je me place bien dessus, donc là, comme je vous l'ai dit lors de la dernière vidéo, la couture, il faut être précis. Et il faut être précis dès ce début-là, en fait. Dès le moment où je coupe. Parce que si forcément je coupe déjà comme ça et que je ne respecte pas ma marge qui est là, forcément je vais avoir quelque chose qui va pas se raccorder comme il faut au moment de la couture. Donc c'est très important d'être précis comme ça. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est que je me mets à la première marge et à la deuxième marge. Et j'essaye de me mettre aussi raccord sur ma ligne de ma règle. Comme ça, je suis sûre que je suis tout bon. Donc, hop, je prends mon cutter rotatif spécial papier. Je viens me positionner contre ma règle. Donc, ma lame est contre ma règle. Elle n'est ni comme ça, ni comme ça. Et je suis relativement droite. D'accord? Donc, j'ai une petite partie ici, là, qui sert, hop, ici, qui sert juste pour mettre mon index, pour avoir un bon appui. Donc je viens me mettre là, hop, et vous allez voir que je vais, hop, déplacer ma main au fur et à mesure que je coupe. Pourquoi je fais ça? Je fais ça parce que si, alors je vais enlever mon papier dessous, ça m'embêterait de le couper faux, mais si je me mets comme ça et que je commence à exercer une grosse pression, voilà. La règle se déplace parce qu'en fait on a naturellement tendance à vouloir s'appuyer sur la règle et donc du coup elle va se déplacer avec le poids qu'on y met. Par rapport au poids d'ailleurs qu'on va mettre sur le cutter, ça ne sert à rien d'appuyer comme des fous, mais il faut appuyer quand même. Hein. Il faut qu'on sente qu'il y a le papier qui se découpe, surtout que comme je vous disais, donc cutter spécial papier, forcément la lame elle va s'abîmer un peu plus vite que celui qu'on va utiliser pour le tissu. Donc, bien, je commence, hop, je me mets, hop, et je me déplace avec mes doigts. Si je devais faire glisser la règle, parce qu'imaginons que je coupe quelque chose de plus grand que ma règle, je ne déplacerai pas mon cutter. Donc, mon cutter reste ici. Et imaginons, là, je suis à la fin de ma règle, j'ai encore à couper. Je fais glisser ma règle le long de mon cutter, mais mon cutter, lui, reste sur place. Donc, le long de mon cutter, je fais glisser ma règle. Hop, et là, je peux recommencer, donc, en me déplaçant à chaque fois. D'accord? Donc, on va revenir à notre gabarit. J'ai coupé ma première ligne. Hop, je vais prendre mon autre page. Et là, je vois que le repère est légèrement plus foncé que celui-ci. C'est assez léger, hein. Mais du coup, je vais couper celui qui est foncé et garder celui qui est clair.
Hop, le principe étant toujours de couper 1 sur 2, puisque on va raccorder, en fait, vous allez voir, hein, mais on va raccorder sur la feuille. Alors, on pourrait raccorder, en réalité, on pourrait raccorder franc, hein, donc à ras, les deux, ça ne dérange pas, mais c'est vrai que moi j'aime bien, voilà. Donc voilà, hop, je vais couper celui-ci aussi, parce qu'en réalité il ne me sert à rien, puisque j'ai mes autres feuilles. Mais pareil, si vous coupez tous les repères, n'ayez pas peur, ça n'a pas d'incidence. Vous pourrez raccorder ras à ras, les deux feuilles ras à ras, il n'y a pas de problème. Alors, une fois que j'ai fait ça, hop, je viens me raccorder ici. Donc, j'ai de nouveau le mot sangle qui s'écrit correctement. Hop, je viens me mettre vraiment bord à bord. Donc, c'est important de bien respecter là. Hop, j'essaie de ne pas trop bouger. Et là, je prends mon scotch. Hop, et je viens scotcher mes deux feuilles ensemble. Alors, au niveau du scotch, ce qui est important, alors peut-être pas autant que moi là, mais c'est important de bien venir au-delà de la ligne de coupe que je vais couper ici, parce que imaginons que je ne l'aurais mis que là, au moment où je vais couper, cette partie-là sera flottante comme c'est le cas ici, et c'est pas super. C'est pas dramatique, mais c'est pas super. Voilà. Ensuite, je prends mes deux autres feuilles et je fais la même chose. Alors, ici, je vois que mes repères sont légèrement plus clairs que ceux qui étaient là. Du coup, ça ne sert à rien de les couper. Je vais venir me raccorder, hop, sur la feuille au niveau du repère et ça ira très bien. D'accord? Voilà. Donc, je prends ma première feuille. Par contre, hop, je viens couper ici. Voilà. Je me mets bien sur les repères. Hop, je commence ma coupe et je me déplace. Voilà. Et je vais faire la même chose. Non, bah non, c'est tout bon en fait. Hop, puisque je vais venir raccorder celui-ci. Voilà. Avec celui-ci. Alors j'ai le petit repère qui m'aide ici. Et de toute façon, j'ai le mot sangle qui doit être juste par ici. Alors, pour vérifier que je suis bien juste, je vais juste mettre un petit bout de scotch là-haut, que je fais légèrement dépasser. De nouveau, pour éviter d'avoir le... Et comme là, l'espace est quand même relativement petit, j'ai mon repère ici, mais pour être sûr d'être bien raccord avec l'autre partie qui est en bas, ce que je peux faire, c'est des petites astuces, hein, mais voilà, c'est me mettre là, hop, me mettre là et vérifier. Vous voyez là, par exemple, j'ai légèrement, peut-être 1 mm de moins, donc comme je n'ai pas encore scotché cette partie là, je peux aller chercher ma marge de couture, parce que parfois, voilà, en scotchant ici, ça c'est légèrement ouvert, donc il vaut mieux être raccord ici légèrement plus ouvert. Alors il ne faut pas que ça dépasse 1 ou 2 mm, hein. Si vous avez 5 mm de différence, il faut recommencer parce que c'est qu'il y a eu un couac quelque part. Mais voilà, 1 ou 2 mm, on peut aller les récupérer sans autre. Hop. Voilà. Je suis encore un peu trop. Voilà, là c'est parfait. Je viens me mettre à mon repère. Hop, ici. Je viens me mettre, hop, à mon repère. Et là, je suis bien. Donc, je prends mon scotch. J'évite de toucher mes feuilles. Si jamais c'était un gros... donc, je scotche. Un grand patron. Un poil de chien s'est pris dedans. C'est pas bien grave. Si jamais c'était un grand patron, je pourrais... Zut, ça bouge.
je pourrais mettre quelque chose de lourd sur mes feuilles que je vais scotcher pour éviter qu'elles bougent et scotcher aux alentours. Donc, je vais scotcher aussi au niveau de mes repères. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, je fais dépasser légèrement mon scotch pour que, comme ça, quand je vais couper, hop, cette partie-là ne bougera pas. Donc, j'ai bien scotché ici, ici et ici, donc tous mes repères. Je n'ai plus qu'à couper mon gabarit. Alors, il est légèrement plus grand que le cadre de ma vidéo, mais c'est pas bien grave, vous allez... de toute façon, c'est pareil pour tous les coins. Alors, ma règle est assez grande, mais imaginons que j'aurai une règle comme celle-ci. Je vais vous montrer. C'est vrai que pour ce genre de patron, c'est toujours bien d'avoir une grande règle. Mais je vais simplement, avec ma règle et mon cutter, m'amuser à couper tout le long de mon gabarit pour ensuite pouvoir le reporter sur mon tissu. Donc j'arrive au bout, je ne bouge pas mon cutter, c'est ma règle qui va bouger. Et là j'ai le pied, pardon, j'ai le pied de la caméra qui... hop, je n'ai pas coupé assez fort là. J'ai le pied de ma caméra qui a bougé, mais vous comprenez le principe. Voilà. Hop. Et je vais faire la même chose des quatre côtés. Alors, je vais me faciliter la vie hein, quand même. J'ai une grande règle, donc je vais l'utiliser. Hop. Alors oui, vous voyez, là, au niveau des jointures, c'est vrai qu'il faut appuyer un petit peu plus. L'idéal étant de vérifier qu'on a bien tout coupé en laissant la règle dessus. Hop. Je vérifie quand même si je suis toujours dans le champ. J'ai légèrement rentré à l'intérieur. Je corrige. Et c'est sûr que en faisant ce que je dis qu'il faut faire, c'est-à-dire déplacer sa main, ça va beaucoup mieux et ça bouge moins. Comme quoi, hein, c'est pas des bêtises. Voilà, donc j'ai mon gabarit qui est prêt. Donc le gabarit du petit vide-poche, pour rappel, c'est celui-ci, hein, qui est prêt et que je pourrais reporter sur mon tissu. Alors, juste des petits points que je voulais voir avec vous. Il y a ici, et 3 ici, des petits repères. Donc je les ai appelés repères, sangles, repères coin, repères coin, repères coin. Qu'est-ce que c'est? Alors des petits repères, ce sont des petites marques. Vous en avez aussi sur les patrons de couture vêtements. Hein. Des petites marques à reporter sur votre tissu. C'est très important de les reporter parce qu'en fait c'est ce qui va vous permettre d'avoir quelque chose qui soit droit et symétrique. Ces petits repères là, que j'ai appelés coins, correspondent au coin. Donc ici, ici, ici. La couture, c'est vrai qu'on discutait de ça la dernière fois avec Charline, vous savez, la personne à qui je donne des cours. Donc la couture, c'est une espèce de vision en 3D de quelque chose qui est à plat. Donc on part d'une feuille de papier, d'un tissu qui finalement c'est plat, hein. Voilà, il n'y a pas de forme, et on va le coudre pour lui donner une forme. Et c'est vrai que ça, parfois, quand on n'a pas l'habitude, c'est pas quelque chose de naturel, d'accord? Donc on part de ça et ça va donner ça. Donc, forcément, on a un peu de peine à se repérer. Au tout départ, on a un peu de peine à se repérer. Après, ça va tout seul. Mais en fait, si ce tissu-là que j'ai, je le mettais à plat, je me retrouverais, donc forcément j'ai coupé, donc les coins sont ouverts, mais si je le mets plus ou moins, je le centre. Donc
Je vais essayer de me centrer par rapport à vous aussi, ça sera plus simple. Alors, je le mets à plat au centre. Et en fait, si je l'ouvrais ici, donc je découds mes côtés, donc mes 4 faces tomberaient, hein, et du coup, je me retrouverai avec ici et ici les repères qui correspondent là, devant les repères qui correspondent ici, et là exactement pareil. D'accord? Et en fait, ce carré qui est ici, en fait, c'est le bout qu'on va couper ensuite et qu'on va raccorder au niveau du biais. D'accord? Je vous explique ça maintenant parce que comme ça va vous permettre de bien comprendre à quoi ça correspond et de bien comprendre surtout que c'est important de les reporter comme il faut sur le tissu. Hein. Voilà, les repères, les deux repères là, hop, si j'arrive ici, correspondent et celui-ci, voilà, se correspondent et c'est important de bien les reporter. Voilà, donc on se retrouve pour la prochaine étape qui est faire relativement la même chose que ce que nous avons fait là, mais sur les deux tissus et éventuellement sur le molleton si on fait la version molletonnée. A tout de suite. Et nous revoilà, nous sommes rendus à l'étape des coupes du tissu et du molleton. Alors, pour cette étape-là, nous aurons besoin de règles. C'est un peu le même principe que pour le papier. Si vous avez une grande règle, c'est plus facile. Mais si vous avez la petite règle, ça le fait aussi. Hop, cutter spécial tissu. Un petit cutter, ça peut toujours servir, c'est pas obligatoire, mais parfois pour faire des coins ou tirer des lignes ou ce genre de choses, ça peut servir. Épingle. Alors pour ce projet-là spécifiquement, il n'y aura peut-être pas besoin d'épingle parce que le tissu est relativement petit. Mais quand on a des grands tissus ou quand on va commencer à couper pour des habits ou ce genre de choses, pour être sûr que le tissu ne bouge pas, c'est quand même bien d'épingler. Donc je vais vous le montrer, comme ça vous saurez. Une chose aussi à laquelle je pense maintenant et je vous en ai pas encore parlé, c'est une poubelle. Voilà. Une poubelle, quand vous faites des découpes, Alors moi, la plupart des chutes, je vais les garder. J'en garde des petits bouts que je mets après en rouleau, comme ceci. Voilà, donc un rouleau avec simplement un élastique. Hein, et que je garde comme ça. Mais maintenant, voilà, les petits bouts comme ça, là, que je vais rien faire avec. Ça, j'aurais pu y garder pour faire un test, mais j'en avais déjà un. Je les mets dans une petite poubelle que je vide de temps en temps. Alors, oui, c'est à peu près tout ce qu'on aura besoin. C'est assez light hein, pour la partie couture. Je suis en train de réfléchir qu'il me faut aussi des petits ciseaux pour faire l'écran. Hop, petits ciseaux. Ou si vous travaillez le simili-cuir, cuir et tout ça, peut-être le cutter sera plus pratique. À voir. Et si besoin, une paire de ciseaux. De toute façon, quand on fait de la couture, la paire de ciseaux, elle est jamais loin. Alors, on commence. Pardon. Alors, moi, j'ai déjà coupé mon tissu et mon molleton à la bonne taille. Mais voilà, je suis équipée de manière standard, entre guillemets. C'est-à-dire que j'ai un pied et une caméra. Et je ne peux pas monter trop haut pour vous montrer les choses. Je l'ai remarqué à la découpe de la version du patron papier. Donc du coup, ce que je me suis dit qui était plus simple, c'était moi, je prépare mes affaires pour vous montrer ensuite la couture. Mais pour vous montrer à vous comment ça se passe et pour que vous ayez une vue d'ensemble de ce que je suis en train de faire, et ben, je vais couper des plus petits gabarits qu'en réalité. Pour vous, ça ne change rien. Mais au moins, vous verrez la totalité de ce que je fais et ça sera, je pense, plus agréable. Vous me direz. Alors, j'ai besoin, à part du matériel, de tissus. Voilà, donc 2 tissus. Un pour la face externe et un pour la face interne. De mon gabarit. Voilà. Et 2 molletons. Voilà.
Alors, on va revenir sur le molleton tout de suite, comme ça c'est fait. J'ai plusieurs types de molletons. Je n'ai pas tous les types de molletons. Il existe une multitude de types de molletons. Le molleton sert surtout dans le monde du patchwork. J'ai vu que quelques-unes d'entre vous en font un peu. Et vraiment, il existe beaucoup de molletons. Mais je vais quand même vous montrer les principaux molletons différents et vous expliquer un peu leur usage, comme ça vous saurez. Alors, première chose que je vais vous montrer, alors il est sous blister, j'espère que vous allez le voir. C'est un molleton, hop, voilà, vous voyez, c'est un rouleau très rigide, hein, il n'est pas du tout, voilà, par rapport aux autres qui sont très souples, celui-ci ne l'est pas du tout. On va arrêter de le toucher, comme ça vous aurez intérêt d'avoir le bruit désagréable dans vos oreilles. Et celui-ci sert surtout à faire les fonds de sac ou quand on veut faire des cabas qui se tiennent très rigides. Voilà. Si vous allez piquer par-dessus, faites attention à votre machine. Aiguille universelle assez grosse. Et faites des tests avant, hein, toujours. Test lentement, à la main, avec le petit volant sur le côté pour vérifier que la machine est capable de le faire. Alors, revenons à nos molletons que j'utilise moi par exemple un peu plus souvent quand même. Donc on va faire du plus gros au plus fin, comme ça. Donc le plus gros que j'ai. Voilà. Donc il est pas très dense, il est très mou. Hein, enfin voilà, il se froisse facilement. Il est relativement épais, comme ça, à le voir comme ça, il a un bon centimètre. Hein, mais quand on l'écrase, il s'écrase facilement. Alors ça va être un molleton qui va être sympa pour faire des couvertures ou des petites couvertures ou des grosses couvertures d'ailleurs, des dessus de lit ou ce genre de choses. Et quand vous allez piquer par-dessus, à la main ou à la machine, le motif va bien ressortir. Hein, d'accord. C'est un molleton 100% polyester et tous les molletons que j'ai là sont 100% polyester. Le 100% polyester a la particularité de ne pas bouger quand on le lave. Il ne rétrécit pas et vous avez des molletons soie, vous avez des molletons bambou, vous avez des molletons coton. Ils ont chacun leur particularité, respirant, pas respirant, qui rétrécit pas. Et le molleton, c'est pas comme le tissu, on le met pas à la machine à laver tout seul, hein, parce que alors là, ça fait une espèce de boule, c'est pas récupérable. Donc, on peut le mettre à la machine une fois qu'on l'a travaillé sur un tissu, mais pas tout seul. Donc, je disais, le polyester ne rétrécit pas. Donc, quand vous allez le piquer et puis que vous allez faire votre ouvrage, ça va légèrement rétrécir quand même un tout petit peu, mais c'est vraiment très léger et c'est vraiment, ça va garder le bombé et le dessin que vous avez fait, piqué par-dessus, se verra bien et sera bien net. Mais vous avez des molletons qui vont rétrécir et c'est quelque chose qu'on recherche. C'est country, c'est le style de ce genre de patchwork, c'est le country patchwork. Et là, ce qu'on recherche en fait, c'est l'effet un peu vieilli de quand on va le laver, il va légèrement rétrécir, ça donne un côté un peu ancien, un peu vieilli, c'est quelque chose qui est recherché. Voilà, donc faites attention quand vous choisissez votre molleton par rapport à ce à quoi il va servir et au fait que si vous devez laver l'objet ou pas, faites attention à ce genre de choses parce que si c'est pas ce qu'on recherche, c'est un peu dommage. Donc, molleton relativement épais, pas très dense, les dessins qu'on va faire vont avoir du rebond, vont bien ressortir. Ensuite, on a un molleton un peu plus rigide, hein, on le voit, donc c'est un peu plus rigide, un peu plus dense, on le voit aussi à la couleur, je ne sais pas si vous voyez bien, mais là voilà, on voit vraiment la lumière qui passe à travers, là déjà un peu moins, d'accord. Plus fin, parce que plus dense, donc là il va y avoir un peu de tenue sur l'objet que vous allez faire. Ça peut convenir aussi pour des turbulettes ou ça peut convenir pour même des dessus de lit qu'on veut mais qui doivent garder une certaine tenue. Donc voilà, le dessin se verra bien là-dessus aussi. C'est le molleton que j'ai... Hop, je vais vider mon sac. C'est le molleton que j'ai utilisé pour faire ça. Donc le petit panier que nous sommes en train de faire. Et c'est le molleton que je vais utiliser aujourd'hui
Pourquoi? Parce qu'en fait il apporte une certaine structure, une certaine tenue à la pièce que celui-ci n'apporterait pas puisqu'il est quand même trop mou. Donc voilà, je l'aime bien parce qu'en fait c'est un entre-deux. Je trouve que les motifs se voient quand même. Et il est souple mais rigide quand même. Donc c'est un molleton que j'aime bien. C'est aussi du 100% polyester. Donc c'est celui qu'on va utiliser aujourd'hui. Et ensuite j'ai un molleton encore plus fin, encore plus dense. Là on est vraiment dans quelque chose de dense. Qui n'est encore pas aussi dense que celui que je vous ai montré pour le sac, qui est aussi du 100% polyester, que j'aurais pu utiliser, mais sur ce molleton là on voit un peu moins les motifs qu'on fait, et je trouvais dommage pour ce panier là de moins les voir. Voilà, donc après c'est un choix qu'on fait, est-ce qu'on veut voir apparaître les motifs ou pas, enfin voilà, à vous de choisir. Donc voilà pour la partie molleton. Ça fait déjà 9 minutes 42 que je parle et nous n'avons encore pas fait de projet. Bref, le but de cette chaîne c'est aussi de vous apprendre, du coup c'est pour ça que je prends un peu de temps avec vous pour vous expliquer les différentes choses. J'espère que ça vous va. Vous me ferez les commentaires. Pardon. Donc pour notre projet, je reprends mon gabarit car c'est celui-ci dont on va avoir besoin. Je range mon molleton à côté, on va le faire après. Donc j'ai mon tissu du dessus. Hop, mon tissu du dessous. D'accord? Donc je rappelle, hein, dessus, dessous. Après vous faites bien comme vous voulez. Hop, je prends mon gabarit. Alors comme c'est des tissus relativement fins que j'ai ici, je vais les couper les deux ensemble. Si vous utilisez un tissu un peu plus épais, une toile, du simili-cuir ou ce genre de choses, je vous conseille de les couper un par un. Quand c'est épais, ça peut avoir tendance à bouger ou autre. Faites-le un par un. Mais là, voilà, c'est du tissu un peu fin. Je vais les couper les deux ensemble. Un peu comme quand vous faites, vous savez, de la couture à billes. On vous dit de plier sur la lisière et puis d'avoir la laise donc, qui est pliée en deux. Pour pouvoir faire par exemple un devant, vous avez le demi-devant et je vais vous imaginer ça, voilà, le demi-devant. Donc vous coupez votre demi-devant ici, imaginons ici, et quand vous ouvrez, hop, vous avez votre devant en entier. Là c'est un peu le même principe, on va couper les deux tissus ensemble. Donc je mets mes deux tissus. Ce que je voulais dire aussi, c'est bien d'avoir des tissus lavés. Déjà, alors ça c'est important, hein, surtout si la pièce est destinée à être lavée. Lavez vos tissus avant. Décatir, alors décatir, c'est un terme qu'on utilise. C'est passer un coup de fer chaud dessus pour justement que le tissu rétrécisse tout ce qu'il a à rétrécir et que ça ne se reproduise pas au moment du lavage. Moi, je préfère laver mes tissus, surtout si l'objet est destiné à être lavé. Alors là, c'est pas vraiment le cas, mais je les ai lavés quand même. Et après, quand je les ai pliés, ben, ils ont gardé la forme du pli, qui était beaucoup plus prononcée avant, donc je les ai repassés. Hein. Prenez pas des tissus tout chiffonnés, repassez bien vos tissus avant, ça vous facilitera la partie de la coupe et la partie de la couture. Donc je mets mes deux tissus les uns sur les autres. Hop. Je mets mon gabarit. Je fais bien attention à ce que mon tissu de dessous, si je ne le vois pas, soit bien compris. Hop, sous le gabarit, d'accord. Ça c'est important parce que si je me mets comme ça et que je pense qu'il est là et que je coupe, ben, j'aurai pas la même taille de tissu. Donc hop, quitte à dépasser un peu, je vérifie partout. Donc mes coins sont justes. Si vous avez un tissu à motif et que pour éviter que le motif soit tout guingois si vous vous mettez comme ça, faites bien attention là où vous mettez votre gabarit, que les motifs soient bien droits. Hop. Et alors, là c'est ce que je vous disais, hein, le gabarit est relativement petit, il n'y aurait pas vraiment besoin de mettre des épingles. Mais quand vous avez quelque chose de plus grand qui a un risque de glisser, et suivant le type de tissu que vous allez utiliser, n'oubliez pas de mettre des petites épingles. Alors les épingles, on évite de les mettre au bord, c'est-à-dire qu'elles dépassent comme ça, ici. Pourquoi ? Parce que si je viens avec ma règle, hop, imaginons mon aiguille est là, que je viens couper, je vais avoir un problème.
On évite de les mettre aussi juste au bord, même comme ça, parce que c'est pas quand même très pratique avec la règle d'appuyer sur l'aiguille, même si celle-ci est fine, mais si vous avez un embout avec tête de verre, là. Donc on essaye de les placer de façon à ce qu'elles ne nous dérangent pas trop pour la coupe, à peu près comme ça, hein. Voilà, on en met 2. Alors, bien sûr, sur celui-ci de base, en réalité, je n'aurais pas tellement besoin d'en mettre, mais voilà, je vous montre. Donc j'en ai mis 2. C'est vrai que là, elle va peut-être m'embêter un peu, mais disons que je ferai bien attention d'appuyer bien sur le bord, hein. Alors, la découpe. Je vais prendre la petite règle parce que là, je suis vraiment sur un petit modèle. Prenez la règle qui vous arrange. Donc, j'ouvre mon cutter rotatif qui ne sert que pour le tissu. Je me place bord à bord. Donc, je suis vraiment... Le bord de mon gabarit suit le bord de ma règle. Très important. De ce point-ci à ce point-là. Hop, j'appuie comme il faut avec ma main ici. Et avec ma main de mon cutter, même principe que pour le papier, je coupe. Hop, je vérifie toujours que, vous voyez là, voilà, c'est resté accroché. Donc c'est un bon exemple. Je n'ai pas bougé ma main de ma règle. Comme ça, je peux repasser sans autre. Je sais que je suis sur la même, la même ligne de coupe. Si j'avais bougé et que ma règle avait bougé, c'est très difficile de récupérer exactement la même ligne de coupe, voire impossible. Donc ces chutes de tissu, je les prends et je les mets dans ma petite poubelle. Alors, là c'est un petit modèle et en plus je l'ai accroché avec des épingles. Donc je pourrais le tourner sans autre, sans avoir peur que tout bouge. Parfois on a des plus gros modèles à couper et là, à moins que vous ayez une table de découpe rotative, ça existe. Je vous déconseille fortement de bouger votre ouvrage pour éviter de bouger la ligne de coupe que vous venez de faire. Pour les plus gros modèles. Donc ce que je fais moi en général, soit je tourne autour, là vous ne le voyez pas mais c'est une table qui est ouverte. Donc soit je tourne autour de mon ouvrage pour me placer comme il faut et je me mets dans l'autre sens et là je peux couper. Soit sur des plus petits comme ça, alors ce que je peux faire c'est déjà me placer hop, bord à bord mais dans l'autre sens. Voilà. Je coupe cette partie. Donc forcément, tout ça, je vais y garder hein, quand même. Si j'ai des grosses chutes, je y garde, hein, je ne jette pas. Hop, ensuite, je me place ici, toujours dans un souci pour ne pas bouger. Voilà. Et je coupe. Votre manière de couper va différer de si vous êtes droitière ou gauchère. J'ai connu ça avec Charline. Charline, elle est gauchère. Et moi je suis droitière et c'est vrai que ma manière de tenir le cutter n'est pas forcément sa manière de tenir le cutter. Donc après ça sera à adapter selon que vous soyez droitier ou gaucher, que vous soyez le plus à l'aise possible en fait, hein. Moi ce que je vous dis c'est d'éviter vraiment de bouger de trop votre tissu et gabarit, à moins d'être sûr qu'il soit bien sécurisé et plutôt tourner autour plutôt que de le bouger. Voilà. Donc j'ai fait mes 4 bords. Alors sur celui-ci, il est petit, je n'ai pas reproduit les traits de repère. Mais imaginons que j'ai mon trait de repère de sangle, mon trait de repère de coin, l'autre de coin. Ici, il y en a un pour le coin, ici aussi, le coin, la sangle, le coin et le coin. À peu de choses près, hein. Chez vous, c'est beaucoup plus droit. Donc, ce que je vais faire, hop, je vais vous le montrer. Voilà, vous voyez, mes petits repères là. Ce que je vais faire là, et qui est très important à faire avant d'enlever le gabarit sur le tissu. Donc là, vous n'avez pas bougé, ou sinon c'est très sécurisé par des épingles. Vous allez prendre vos petits ciseaux, ou le cutter si vous utilisez du simili-cuir, du cuir ou des matières un peu plus épaisses. Et vous allez, alors si vous n'arrivez pas à départager votre gabarit de vos tissus, c'est pas grave, vous le coupez aussi. Mais vous allez prendre votre gabarit et vos deux tissus et faire une coupe. Hop. Alors, hop. Et toujours vérifier, vous vérifierez toujours que vos deux tissus, les deux,
soit coupé. Parce que des fois, ce qui arrive quand on utilise des tissus un peu épais, c'est que juste le premier est coupé et pas le deuxième. Et ça, c'est très embêtant. Donc, je vous montre de près. Voilà, vous voyez la toute petite coupe. Attention, la coupe ne doit pas dépasser 1 cm. Puisqu'après, ici, nous allons coudre. Donc, si vous coupez au-delà, la coupe va se voir. Moi, j'aime bien faire des coupes à environ 3-5 mm maximum. D'accord? Donc, vraiment, faites attention quand vous coupez. Il faut être méticuleux de ne pas dépasser et d'avoir coupé les deux tissus. Si vous voyez que le tissu du dessous n'est pas découpé, et ben on reprend juste le tissu du dessous, hop, et on coupe. Voilà. Et on fait ça à tous les repères. Ça, c'est très important aussi, bien le faire à tous les repères. Vous faites ça sur vos deux tissus, donc, mais pas sur le molleton. Voilà, le molleton, ça ne sert à rien. Donc, une fois que vous avez coupé tous vos repères, on enlève les épingles, on range son tissu sur le côté et on prend son molleton. Et on coupe le molleton, un peu comme on a coupé le tissu. Voilà. Donc là, je ne sécurise pas, du coup, je retiens bien hop, toutes mes couches. Si je suis un peu sûre de moi, je peux faire ça. Faites attention quand même. Alors, c'est le molleton, c'est moins grave que le tissu, mais il faut quand même qu'il aille de bord à bord. Hein. C'est quand même important. Donc, j'ai mon molleton, j'ai mes tissus, je suis prête pour passer à la couture. Voilà, donc je vous retrouve tout de suite pour l'étape couture. À tout de suite! Bonjour tout le monde! Alors, on se retrouve maintenant pour la partie couture. On va déjà faire la partie préparation couture. Voilà, donc hop, je remarque que je n'ai pas fait tous mes repères et ça va pas du tout. Du coup, je vais vite en faire quelques-uns là. C'est toujours mes petits modèles. Hein. Moi, je vais travailler sur les petits modèles pour vous montrer et puis vous utilisez le modèle habituel. Je fais des marques à peu près. Vos marques à vous ne sont pas à peu près. Hein. On est bien d'accord. Hop. Mais là, c'est surtout pour vous montrer la partie couture. Et si vous faites comme moi la version molleton, c'est pour vous montrer la partie quilting. Parce que avant de passer à la couture, si vous faites la version avec le molleton, il faut d'abord raccorder le molleton au tissu. Deux méthodes s'offrent à vous. Donc la méthode que je vais vous montrer là qui est à la main. Et sinon, je vais vous montrer aussi un tout petit peu de la méthode machine. Alors, méthode à la main. Donc, peu importe que vous ayez le tissu du dessus, du dessous, en face de vous, le premier tissu. Ce qui est important, c'est que si vous avez un endroit et un envers, parce que je n'ai pas tellement l'impression là, mais l'endroit doit se trouver face au tapis de découpe. Ensuite, je mets mon molleton. Le molleton peut être coupé légèrement plus petit que la partie du tissu parce qu'en faisant du quilting, souvent il a une tendance à se dilater. Comme là, c'est un tout petit projet, je ne pense pas que ça va arriver. Alors, pareil, c'est un tout petit projet. Du coup, je n'ai pas forcément préparé mes épingles à nourrice, mais je vais vous montrer ça quand même. Pour les plus gros projets, quand vous faites du quilting, c'est important d'assurer votre travail pour éviter que les choses bougent. Donc, on met des épingles à nourrice. Alors, j'en ai là. Ah oui, vous avez une lumière un peu forte. J'ai décidé de mettre ma lumière en be-light pour que vous voyez comme il faut, parce que c'est une partie un peu délicate. Donc les épingles à nourrice que j'ai ici sont des épingles à nourrice spéciales quilting. Elles sont coudées, ce qui permet que quand je vais traverser mes deux épaisseurs, enfin mes trois épaisseurs avec le molleton, c'est plus facile. Voilà, donc en fait,
on dit qu'elle se place à une main à peu près d'espace. D'accord? Hop. Et donc quand vous allez faire du quilting, donc à une main à peu près d'espace un peu partout, si vous arrivez sur une zone comme ça, surtout avec la machine, bien sûr vous les enlevez avant de passer par dessus, hein. On ne passe pas sur les épingles à nourrice. Donc j'ai sécurisé, j'ai mon envers face à moi et mon endroit face à moi, donc forcément je vais soit faire du quilting sur l'envers, soit faire du quilting sur l'endroit, dépendamment de ce que je veux mettre en valeur. Donc là, c'était pas l'envers que je voulais mettre, ça n'est pas bien grave. On essaye de mettre les épingles à nourrice dans le bon sens. Alors, c'est vrai qu'elles sont un peu grosses et que je trouve qu'elles laissent des traces sur le tissu. C'est pour ça que pour les petits projets, je les utilise pas trop. J'en ai pas encore trouvé, et il doit y exister, hein, des plus fines. Et c'est d'ailleurs pour ça que si vous prenez une épingle, comme je vous disais la dernière fois, hein, lors de ma première vidéo, une épingle de quilting est beaucoup plus fine qu'une épingle de couture normale. Donc j'ai mon endroit face à moi parce que c'est cette partie-là que j'ai envie de mettre en valeur. Et je veux commencer à faire du quilting. Pour assembler, en fait le but du quilting en réalité est d'assembler les trois morceaux, donc les deux tissus et le molleton, afin d'éviter que quand on va coudre, vous voyez, cette partie-là se soulève en fait, et ça fasse des choses un peu disgracieuses. Donc on assemble les deux ensemble. Il y a deux types, j'ai envie de dire, de quilting. Le quilting qui est là pour être mis en valeur, qui est un joli quilting, où on fait des formes, et on peut même dessiner au stylo qui disparaît des formes, des cœurs, des ronds, enfin voilà, et vous allez repasser par-dessus avec votre fil. Il y a du quilting free en fait, où on va faire des formes par exemple avec la machine ou à la main, un peu comme là, aléatoire, mais qui ne se traversent jamais. Et après il y a les quilting géométriques, où là vous allez prendre une règle et un crayon et tracer des traits, par exemple, que vous allez suivre à la machine ou à la main, et qui vont permettre vraiment de solidariser les deux parties de manière un peu plus géographique, j'ai envie de dire. Là, je vais faire quelque chose d'un peu aléatoire dans cette zone-là pour la partie à la main, et puis comme ça, je vous montrerai dans cette zone-là pour la partie à la machine. Donc, je vais séparer mes deux parties avec un stylo qui part à la chaleur. J'ai fait un test au préalable du tissu pour être certaine que ça part. Hop, je trace une ligne. Je sais que cette partie-là, je vais faire à la main et cette partie-là à la machine. Alors, pour commencer, je vous conseille de tracer vos motifs, les motifs que vous voulez faire, de ne pas aller, comme vous voulez, tout simplement parce que c'est quand même plus facile de suivre une ligne que de commencer à faire tout seul. Et puis par la suite, si votre machine le permet, vous mettez un pied piqué libre, je vous montrerai ça. Vous descendez vos dents du bas et vous bougez votre tissu en fonction de votre pied. C'est plus lui qui est entraîné, c'est vous qui entraînez votre tissu. Mais c'est un peu plus technique. Du coup, je vous conseille d'abord de commencer déjà pour voir ce que ça fait, de commencer par des formes de base. Et de commencer avec des traits qui sont déjà faits. Donc, je vais faire quelque chose de très simple, hein, comme par exemple un trait ici. Alors, hop, je ne marque pas bien. Ouais, c'est important de bien les voir, hein, vos traits, sinon ça ne sert pas à grand chose. Voilà, et puis ici, que ça se traverse. Alors, je ne vais pas faire toute cette partie-là avec vous, parce que vous verrez que le quilting à la main, ça prend un peu de temps. Mais ce qui est sympa, c'est que c'est quelque chose un peu comme le tricot qui peut être fait. Voilà, vous vous posez devant une série télé, vous vous posez sur votre canapé, vous prenez votre pièce de quilting et c'est quelque chose que vous pouvez faire en faisant autre chose. J'aime bien faire ce genre, ça. Un peu comme le tricot, moi je tricote devant la télé. Ou en train de lire. Bref. Donc voilà, j'ai tracé mes deux traits que je veux suivre et je vais vous montrer le quilting à la main. Alors,
Avant de vous montrer tout ça, il faut que je vous montre aussi les différents fils et les effets que ça peut avoir. Voilà. Alors, j'ai pas tout pris, mais là, vous avez déjà un panel de fils. Alors, je vais vous expliquer, il y a plusieurs types. Là, par exemple, vous avez voilà, 4 types de fils. Donc, le premier, qui est un fil spécial machine et main quilting. Attention, tous les fils de quilting, par exemple celui-ci, ne sont pas à mettre dans une machine à coudre. On ne met pas celui-ci dans une machine à coudre, surtout une machine à coudre familiale, tout simplement parce que c'est un fil très résistant. Alors il faut une certaine force et ça me fait mal. Très résistant, et que si vous le mettez dans la partie de la canette et que votre machine n'arrive pas à le casser, s'il y a un problème, ça va casser la machine. Donc on vérifie bien que son fil peut être utilisé pour une machine si on veut l'utiliser pour une machine. Donc voilà un fil à quilting par exemple qui passe sur une machine, bon, marque DMC, hein, et qui, donc ce fil est un fil à toucher comme ça, je pense, ouais, 100% coton, est un fil relativement rond. Les fils de quilting sont en général enduits d'une cire, ou enduits d'une cire mais un peu plus rigide. C'est pour vous permettre, quand vous passez votre fil, d'éviter qu'il fasse des nœuds et qu'il s'accroche, parce qu'au quilting, il n'y a rien de pire. Donc si je prenais ce fil, on voit que sur ce tissu-là, j'aurais un quilting assez discret. Si je prends celui-ci, celui-ci est un fil, hop, je ne suis pas sûre que vous allez le voir, mais c'est un fil qui vient de Bretagne. J'aime beaucoup la Bretagne. C'est un fil 100% polyester, et c'est un fil qui sert aussi pour faire les gants. Les fils à gants, on appelle ça des fils à gants, sont des fils très résistants. Donc voilà, donc là c'est pareil, j'aurai quelque chose de relativement discret. Là, j'ai un fil Gutermann. Gutermann est une très bonne marque de fil. Je ferai une autre vidéo sur les fils, les aiguilles et le fait que c'est important de prendre de la qualité dans ce que vous utilisez. Ça coûte parfois un peu plus cher, mais déjà ça risque moins d'abîmer votre machine, ce qui est quand même très important. Et en plus vous allez faire un meilleur travail avec. Donc là j'ai un fil relativement rigide, et je vois que si je faisais du quilting avec, j'aurais quelque chose d'un peu plus prononcé. Et là, je tranche complètement avec ma couleur, donc j'aurais vraiment quelque chose de très très prononcé. Et là, j'ai un fil, hop, je sais pas si vous voyez, mais voilà, il change de couleur. Donc ça peut être aussi un effet voulu. Moi, je peux utiliser ce genre de choses, par exemple, sur un tissu neutre, donc d'une seule couleur. J'aime bien utiliser un fil qui change de couleur. Ça apporte une petite touche. C'est vrai que si j'utilise un tissu qui a déjà plusieurs couleurs, je ne vais pas forcément utiliser un fil qui change de couleur, mais ça, les goûts et les couleurs, hein. Vous savez ce qu'on dit. Donc je vais volontairement prendre un fil qui tranche un peu pour vous montrer. Hop. Je prends une certaine longueur, on dit à peu près de la main à l'épaule, le bras tendu. Pas plus long, surtout au début, parce que sinon vous allez vous faire des nœuds. Donc je coupe le bout. Alors, important, hein, on coupe le bout avec un ciseau et pas avec en tirant dessus. Déjà d'une parce qu'on peut se faire mal, et de deux parce que ça va faire quelque chose qui s'arrête mal, et pour l'enfiler sur l'aiguille. Alors j'enfile, hop, mon fil dans mon aiguille. Voilà. Hop. Donc aiguille à quilting. Peut-être que je vous parle de ça aussi. J'ai pas tout pris, mais vous avez, quand vous allez en magasin, moi j'ai ici pas loin de chez moi les tissus d'Ursule. Vous avez, quand vous allez en magasin, des aiguilles. Voilà, deux types, Bonin et Clover. Clover est une marque relativement connue, américaine, pour tout ce qui est du quilting. Vous avez différentes tailles. J'aime bien les Clover taille 9. Donc ça c'est... Elle est un peu brûlée du coup l'image. Voilà,
Clover taille 9. Je trouve que c'est une bonne forme. Elles sont longues mais pas trop longues et elles sont relativement fines. Donc j'enfile mon fil, simplement, en une fois. Je prends qu'un seul fil et pas les deux. Parfois en couture on peut doubler son fil, mais là non. Alors le nœud. Le nœud dans le quilting est très important. Il doit être discret, pas trop gros, mais tenir quand même, donc être relativement rond. Donc je prends mon aiguille, je tourne 3 fois autour de mon aiguille, d'accord? Donc je ne sais pas si vous voyez bien, je vais recommencer. Je prends la fin de mon fil. Donc là c'est la fin de mon fil. Je le mets contre l'aiguille. Je tourne 1, 2 et 3 fois. Et ensuite, je passe ce que j'ai tourné tout le long de mon fil. Je tire et là, hop, j'ai un nœud que vous ne voyez pas du tout. Mais je vous assure, j'ai un joli petit nœud tout rond. Voilà, si j'arrive à le prendre. Voilà. S'il veut bien faire le focus ou pas. Hop, un joli petit nœud tout rond. Donc ça c'est important d'avoir un nœud qui soit rond en fait et qui va tenir. Donc je prends mon ouvrage et je vais aller me positionner plutôt au centre de mes traits, d'accord? Donc je vais aller me positionner au centre de mes traits. Voilà. Je prends mon fil, je tire. Hop. Et là, j'ai forcément, puisque j'ai le nœud de l'autre côté, une résistance. Donc, je vais tirer un coup sec, mais pas trop fort, mais juste pour qu'il passe cette première partie. Alors, je peux l'aider en faisant ça, voilà. Mais je ne veux pas qu'il passe la deuxième partie, donc cette partie-là. Je veux qu'il tienne, mais je veux qu'il disparaisse dessous là. Et en fait, il est pris dans le molleton. On ne le voit plus. Donc ça reste relativement discret. Je récupère mon aiguille. Hop. Mon ouvrage. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Donc je suis au milieu de mon ouvrage, d'accord? Enfin de mes traits. Et je pique. Alors, j'ai oublié de vous dire. Toute bonne quilteuse a des dés à quilter. Voilà. Donc j'en ai 3 différents. Je vous avouerai que celui que j'utilise le plus, je pense que c'est celui-ci. Celui que j'aime le plus en termes de beauté, c'est celui-ci, mais il est moins pratique. Et ça, j'aime pas du tout. Mais il faut que vous testiez, parce que on a chacune nos habitudes. Il y a celle qui quilte en plus avec le doigt, l'index, l'autre le majeur. Enfin voilà, moi je quilte avec le majeur. Alors sur des petits ouvrages comme ça, je ne vais pas forcément le mettre, mais là pour vous montrer, je vais le mettre. Donc je prends mon aiguille, mon ouvrage. Mon aiguille est en réalité plantée dans un des trous pour éviter qu'elle bouge. Et je vais aller planter donc en quilting. J'essaie de bien me placer. Ce qui est important, c'est de planter droit. Donc je plante droit, d'accord. Hop. Je ressors légèrement derrière. Donc là, c'est même trop. Hop, je vous montre. Donc j'ai mon doigt dessous là, mon index dessous ici, qui sent l'aiguille où elle est et qui va aller la déplacer pour remonter, hop, là où je veux. Alors si je trouve que c'est trop large, je redescends et hop, je remonte et je recommence. Donc je sors mon aiguille. J'espère que vous voyez, mais voilà, un tout petit peu. Et en fait, la taille dont mon aiguille va sortir va déterminer la taille de mon point. Non, donc si je replante là maintenant, bah forcément, ça sera la taille où va passer mon fil. Puisque mon fil passe là où mon aiguille passe. Donc hop, hop, je replante droit, un tout petit peu, donc ça sort. Mais c'est vraiment léger. Voyez, parce que pareil, c'est la taille de mon point. J'essaye de faire des points le plus réguliers possible. Hop, je plante, je ressors. Et j'en fais 4-5 maximum, pas plus. Je pousse mon aiguille. Hop, je pousse mon fil. Je redétends tout ça. Et là, vous avez les petits points. D'accord? Donc si je veux faire des points plus rapprochés, eh ben, je vais faire ressortir mon aiguille
plus vite. Hop, je plante, je sors. Et donc du coup on plante légèrement dans le doigt du dessous. C'est pour ça qu'il y a des quilteuses qui utilisent quelque chose en caoutchouc sur ce doigt là pour éviter de se planter. Vous pouvez aussi utiliser le clover dans l'autre sens en fait, qui sert aussi à ça. Sur des petits ouvrages comme ça, c'est vrai que je vois pas tellement l'intérêt. Donc je ressors, voilà. Voilà, et je fais suivre mon fil d'autant que j'ai besoin de le suivre. Si par exemple là je voulais repartir dans l'autre sens, et ben tout simplement je repars dans l'autre sens. Le moment où je n'ai plus assez de fil pour continuer, d'accord, ça arrive. Ce que je vais faire, donc, c'est que je vais faire un nœud à un moment donné. Donc là, pour vous montrer. Donc je prends mon fil qui sort, je passe dans la boucle. Hop. Et je fais un nœud. Je ne sais pas si vous allez le voir. C'est un petit nœud. D'accord ? Et quand je vais repasser à l'intérieur, donc là, le prochain, et que je vais ressortir mon aiguille, d'accord ? Donc là, hop, je pique comme si je voulais faire un point, hop, je ressors mon aiguille. Il va y avoir le nœud qui va, vous voyez ou pas, mais bref, qui va bloquer. Et je fais le même principe que quand j'ai commencé, je tire un petit coup pour faire passer mon nœud à l'intérieur. On entend un petit clac. Je vais vous montrer tout ça. Voilà. Donc mon nœud est passé à l'intérieur, on ne le voit plus, mon fil est arrêté, je peux couper à ras ce fil là, donc hop, je coupe à ras, hop, je fais passer le fil à l'intérieur, on ne le voit plus, et je recommencerai là où j'ai envie de recommencer, tout simplement. Voilà, en gros pour le quilting à la main, c'est assez rapidement passé, hein, dites-moi si c'est quelque chose qui vous intéresse. Est-ce que vous voulez que je vous en montre un peu plus? Ça vous intéresserait de savoir bien quilter à la main. C'est une vidéo que je peux faire. Donc, quilting main. On va passer au quilting machine. Je suis en train de réfléchir si j'ai oublié des choses. Non, pas pour cet ouvrage, certainement pour d'autres ouvrages plus grands. Vous avez des tambours, hein, où en fait vous dévissez, vous coincez vos deux tissus à l'intérieur, parce que c'est quand même important d'avoir une certaine tension au niveau des tissus. Sur un ouvrage de cette taille-là, petit comme ça, c'est pas forcément utile d'avoir un tambour et de vous embêter avec tout ça. Mais si vous voulez commencer le quilting à la main, je pense que cet ouvrage-là est un bon début. Donc, je vais vous montrer maintenant le quilting machine. On se retrouve tout de suite. Bonjour tout le monde. Enfin, rebonjour. Donc, j'espère que je me suis placée suffisamment bien pour que tout le monde puisse voir. Voilà, donc on se retrouve avec ma machine pour faire du quilting à la machine. Alors, j'ai installé, et je pense que vous le voyez, sur ma machine, un pied double entraînement. Qu'est-ce qu'un pied double entraînement? Donc, je vais vous montrer. Sur une machine à coudre, on fera un cours aussi spécial machine à coudre pour bien que vous compreniez, mais sur une machine à coudre, vous avez des dents en dessous. Je vais prendre un petit ustensile, donc des dents ici, d'accord? Et normalement, le pied, si je prends mon pied lambda de Elna, mon pied, voilà, n'a pas de dents ici, d'accord? Donc, c'est ce qu'on appelle un simple entraînement, c'est-à-dire que le tissu est entraîné par le dessous,
Donc les dents avancent, reviennent, comme ça. Donc elles entraînent le tissu. Le tissu du dessous est entraîné et par la pression du pied, hop, je reprends mon pied pour bien vous expliquer. Donc par la pression du pied que le pied a sur le tissu, hop, il fait avancer le tissu aussi. Voilà, donc ça c'est le fonctionnement d'une machine lambda, qu'elle soit électronique ou manuelle. Hein. Pour toutes les machines, à peu près la même chose, j'imagine tout du moins, les familiales. Si vous utilisez votre machine pour faire du quilting, comme il y a quand même 3 épaisseurs, c'est quand même important que les 3 épaisseurs soient entraînées en même temps et qu'il n'y ait pas l'épaisseur du dessous qui soit entraînée plus rapidement que l'épaisseur du dessus. Et donc le pied double entraînement, je ne sais pas si toutes les machines l'ont, mais en tout cas, je sais que la plupart des machines l'ont. Je sais que Brother, j'avais une Brother avant là. Pfaff, là, sur les dernières, hein, vous avez un petit pied noir derrière, donc c'est aussi un système de double entraînement. Là, Elna, j'ai le pied double entraînement, donc je pense que c'est quelque chose que vous pouvez trouver quand même relativement facilement. Donc, pied double entraînement, dit entraînement, là, je ne sais pas si vous le voyez, mais j'ai des petites dents, en fait, sous mon pied, qui vont permettre d'entraîner le tissu sur le dessus aussi, et donc toutes mes épaisseurs. Donc je place mon pied double entraînement, ça je vous laisse regarder votre notice. N'oubliez pas, quand vous achetez une machine, c'est très important, lisez la notice. Il y a vraiment des informations importantes. Donc là je vois que j'ai ma pince, je vais l'enlever, parce que je vais devoir passer avec ma machine, et on ne passe surtout pas avec sa machine avec une pince. J'ai fait un enfilage lambda de ma machine. Je vais utiliser un point droit qui n'a pas l'aller-retour. Sur ma machine, j'ai la possibilité de faire un point nœud au début ou de faire un point avec 3 points en avant et 3 points en arrière. Donc moi, je veux juste un point droit. Je ne veux pas qu'il y ait des nœuds ou d'autres choses quand j'arrête ma couture. Et donc là, je vais faire une couture droite où je vais suivre mon tracé comme je l'ai fait à la main. Avec mon pied double entraînement, on y va doucement. On regarde comment ça se comporte. Vous pouvez faire des tests sur un petit échantillon au début. C'est d'ailleurs ce que je vous conseille de faire plutôt que de commencer directement sur votre ouvrage. Juste pour vérifier que tout est bon, les réglages sont bons. Voilà, vous n'avez pas besoin de changer quoi que ce soit au niveau de votre machine. Donc, on y va. Alors, je vois que je peux changer même mon point et utiliser un point spécial quilting. Donc, hop. C'est ce que je vais faire. Voilà. Alors, aiguille en haut, aiguille en bas, ça c'est vous qui savez. Je vous conseille de mettre l'aiguille en bas pour démarrer. Et quand vous vous arrêtez aussi, ça vous permet, vous levez votre pied de biche, hop, je tourne et je suis sûre que mon travail ne bouge pas. Je suis sécurisée, mon aiguille est là pour me sécuriser. Et ça, c'est valable pour toutes les coutures. Moi, je fais quasiment toutes mes coutures aiguille en bas, sauf quand je fais du quilting free, donc à la main, où là, forcément, j'ai pas besoin que mon aiguille soit en bas, puisque c'est moi qui la guide. Donc je me place comme il faut, donc là c'est un petit quilt, donc je n'ai pas forcément besoin de bien sécuriser, mais je me place comme il faut, et j'y vais. Et vous voyez, les dents avancent et entraînent mon tissu sur le dessus et sur le dessous. Du coup je suis sûre que mon tissu est bien entraîné des deux et que je ne vais pas avoir un tissu qui s'entraîne plus vite que l'autre. Quand on a un pied double entraînement en place, on y va doucement, hein. C'est pas un concours de vitesse. Hop, je vois que là j'arrive à la fin. Je ne vais pas jusqu'à la fin de mon tissu. Je m'arrête toujours 5 mm avant. Comme ça, quand je ferai ma couture qui passera par-dessus, on verra pas la fin. On verra pas la fin qui est ouverte. Mais je ne vais pas jusqu'à la fin. D'accord ? Donc je coupe. Alors, soit vous n'avez pas le coupe-fil automatique, et dans ce cas-là, vous levez votre aiguille, vous tirez votre ouvrage. Si vous avez le coupe-fil automatique, vous pouvez appuyer sur le coupe-fil automatique et couper. Donc là, voilà, on voit... Enfin, je ne sais pas si vous voyez bien, mais voilà, on a un point droit régulier.
on a un point très rapproché. Vous voyez? Voilà. Par rapport à mon point que j'ai fait à la main. C'est pour ça aussi que je vous conseille de faire des petits échantillons avant pour voir qu'est-ce qui vous plaît. Le point très rapproché peut être fait. Moi, c'est vrai que j'aime mieux quand mes points sont un peu plus grands quand je fais du quilting. Donc, je vais choisir un point un peu plus grand et vous montrer. On va croiser. Comme ça, vous allez voir. Donc, je reprends. Hop. Mon fil. Je me positionne comme il faut. Petite astuce, et ça c'est valable pour le quilting ou pour la couture. Si je veux être sûre que je suis bien au bon endroit avec mon aiguille, je descends mon aiguille manuellement, hop, sans planter, hein, sans planter mon tissu, mais je descends, hop, je vois que je suis bien positionnée, je remonte mon aiguille jusqu'en haut en faisant attention qu'elle soit vraiment bien remontée, je descends mon pied de biche, et là je sais que je peux commencer et que je suis au bon endroit. J'ai même pas besoin de le tenir, c'est vraiment un petit ouvrage. Et avec le pied double entraînement, ça va tout seul. Hop, je m'arrête. Voilà, alors moi je préfère ça. Vous le voyez là. Voilà. Moi je préfère quand les points sont un peu plus espacés. C'est au goût de chacun. Vous voyez par contre qu'avec une machine, on ne peut pas faire du quilting comme on aurait à la main. C'est-à-dire avec des espaces entre chaque point. Peut-être qu'il y a des machines spéciales qui le font. Moi, j'ai différents points de quilting que je peux utiliser. Je vais vous en montrer un qui est un peu rigolo, qui n'est pas forcément pour faire du quilting droit, on va dire. Mais bon, il peut servir quand même. Toutes les machines, c'est sûr, ne l'ont pas. Mais si vous avez des points de quilting, amusez-vous avec. Hein. Alors, j'espère qu'il passera bien avec le pied double entraînement. Tout n'est pas possible de faire avec un pied double entraînement. N'allez pas me faire un point bourdon avec un pied double entraînement. L'aiguille ne va pas aimer parce qu'elle va taper dans les pattes du pied. Hein. Donc faites attention quand même. Là par exemple je vois que c'est un point qui est très large, donc je vais le réduire un peu et on va voir. Voilà. Donc là j'ai fait exprès de réduire un peu mon point parce que sinon il y avait des chances que l'aiguille tape dans le pied, donc faites attention de bien vérifier ce genre de choses au niveau de la largeur du pied. Hop, je vais arrêter là pour vous montrer. Mais voilà, le genre de petits points sympa qu'on peut faire aussi. Donc par exemple, vous tracez une ligne droite et en fait la ligne droite est comme ça. Et par exemple sur un tissu comme celui-ci, ça peut être sympa d'avoir des lignes droites mais avec un déplacement. Voilà. Alors, autre point important, l'envers de l'ouvrage. Qui là du coup va se voir hein, puisque c'est l'intérieur de notre panier. Donc à chaque fois qu'on a fini le quilting, on prend les deux fils et on coupe à ras. Alors hop, voilà, je coupe à ras, bon là voilà je suis pas, mais je coupe à ras au bord de mon ouvrage, hein, on est bien d'accord. Quand je suis à mes 5 mm, je coupe pas à ras au milieu. Hein. Là c'est pour ça que en quilting machine, c'est aussi important de commencer. Vous voyez là, ma première couture, je l'ai commencé à peu près à 5 mm. Comme ça, je peux couper mes fils. D'accord? Puisque je ne peux pas les rentrer. Je ne sais pas si vous allez voir, mais là, c'est le quilting main. Je ne peux pas les rentrer comme le quilting main. Et c'est important que mon fond d'ouvrage, mon envers d'ouvrage soit joli aussi, puisqu'on va le voir au moment de passer, de finir notre projet. Je vais y arriver. Donc voilà pour la partie quilting main, quilting machine. Je vous laisse faire tout ça. La vidéo sera faite en une fois, mais enfin vous la verrez en une fois, mais moi je l'aurai faite en plusieurs fois. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer mon ouvrage
pour le quilting machine. J'ai décidé que je ferai un quilting machine et peut-être bien que je partirai sur le petit dernier là que je vous ai montré, qui je pense peut être sympa là-dessus. Donc voilà, amusez-vous bien, faites votre quilting, pensez bien. Point important, quilting main, c'est pas grave, vous pouvez commencer au milieu de votre ouvrage, de toute manière vous rentrez le petit je vais y arriver, le petit nœud. Par contre, quilting machine, je démarre à 5 mm, je m'arrête à 5 mm pour éviter d'avoir sur le derrière mes petits nœuds qui dépassent. D'accord ? Et ce n'est pas important d'avoir sur le quilting machine un petit nœud de sécurisation, n'est-ce pas? Parce que de toute façon, on va venir faire des coutures tout du long. Donc, c'est pas important d'avoir ça. D'accord? On se retrouve tout de suite pour la partie couture.